Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Je m'appelle Ambre Le Poivre, je suis journaliste police-justice pour le site internet de BFM et je suis avec Guillaume Fard, qui est notre consultant en sécurité. On est avec vous pour la prochaine heure pour discuter de la confiance dans la police du côté des jeunes. Alors, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et pour commencer, Guillaume, donc toi, tu as enquêté avec le CEVIPOF, Oui. qui est le centre de recherche de Sciences Po sur Tout cette à fait. thématique précise. Et alors, tu as constaté un truc, c'est que cette confiance, elle a commencé à diminuer en 2018. On va vous passer un graphique qui illustre ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer à quoi est due cette baisse de confiance ? Oui, bien sûr. D'abord, il faut expliquer peut-être que le CEVIPOF mesure la confiance tous les ans dans toutes les institutions. L'école, la santé, tous les services publics, donc aussi la police. Et à partir de décembre 2014, c'est le premier point qu'on voit sur la courbe ici, en décembre 2014, les Français disent avoir confiance à hauteur de 69% dans la police. Alors 69%, c'est quand même plus de 2 Français sur 3. C'est pas mal, hein, 69%. Les Anglais sont un petit peu plus de 70, les Allemands sont plutôt vers 75. Mais globalement, le niveau de confiance est à peu près satisfaisant, à peu près bon en décembre 2014. Ensuite, en janvier 2015, il y a les attentats de Charlie. Les attentats de Charlie, ça crée un surcroît de confiance pour la police. C'est-à-dire que les Français ont beaucoup plus confiance dans la police après les attentats de Charlie. Il y a eu un renforcement de la sécurité et donc ça nous a... Oui. C'est ça. Et puis surtout, la police a été montrée dans une posture qui sauve, qui secourt, qui intervient, qui protège les gens. C'est le moment où Renaud chante « J'embrassais un flic ». Et donc, il y a plus quand même 11% de confiance à ce moment-là. Et la cote de confiance dans la police en février 2015, on la mesure à nouveau, elle est de 80%. C'est-à-dire qu'il y a plus 11 points de confiance. Et c'est le taux le plus élevé qu'on a mesuré sur les 6-7 dernières années. Alors après, ce niveau de confiance, il va légèrement baisser, mais il va se stabiliser autour de 74%. Et là, on est en décembre 2018. C'est là où on a le cercle rouge sur le graphique. Et alors, pourquoi on prend décembre 2018 ? Parce que décembre 2018, c'est le début des manifestations de Gilets jaunes. Alors, les manifestations de Gilets jaunes, en fait, elles démarrent le 17 novembre 2018. Mais les journées du 1er décembre et du 8 décembre sont des journées très compliquées, très dures, avec la dégradation de l'Arc de Triomphe. Oui, c'est ça. Le 1er décembre, notamment. On avait vu des manifestants qui étaient rentrés dans des boutiques, qui avaient cassé des vitrines, qui avaient dégradé l'Arc de Triomphe. Exactement. Et puis on avait vu aussi beaucoup la police, les gendarmes, les unités en charge du maintien de l'ordre recourir à la force ces journées-là. Puis la séquence Gilets jaunes, elle va durer une année. Les Gilets jaunes ont réussi à créer des manifestations très récurrentes, puisque c'était toutes les semaines, c'était tous les samedis. Et donc tous les samedis, il y a des images de manifestations, avec des images de recours à la force par les policiers et gendarmes, et puis surtout des blessures. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de blessures. Il y a quand même 2448 personnes, manifestants, qui ont été blessés entre novembre 2018 et novembre 2019, et puis plus d'1 millier de policiers et gendarmes qui ont été blessés. Et le fait de montrer ce recours à la force, de montrer ces blessures, de montrer ces blessés, ça a aussi contribué à forger une image de la police, avec un P majuscule, ça on englobe police et gendarmerie, qui n'était pas forcément très favorable. Et donc en février 2020, c'est l'autre point qui est encerclé ici en rouge, quand on remesure la confiance, il y a moins 8 points. Et on est à 66%. Alors là, effectivement, ça a chuté, et ça veut dire qu'un Français sur 3 ne faisait plus confiance dans la police. Et à ce moment-là, on a aussi beaucoup parlé de l'utilisation des armes dans la police, les LBD notamment, où il y a eu beaucoup de personnes blessées aux yeux ou au visage. Et donc ça a été beaucoup critiqué aussi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a montré, notamment les médias, mais pas que, les personnes sur les réseaux sociaux qui ont capté des images, ont montré la police et la gendarmerie dans une posture qui était une posture de recours à la force. Et on a montré des blessés aussi, mais tout le monde a été blessé. Je disais qu'il y avait plus de 1000 policiers et gendarmes qui ont été blessés, certains ont perdu des dents. Mais côté manifestants, il y a des blessures extrêmement graves. La perte d'un œil, la perte d'une main, c'est des blessures qu'on dit irréversibles, c'est-à-dire ça ne se répare pas, ça. Et donc forcément, ça a fait chuter la confiance des Français dans la police. Puis ensuite, à partir de février 2020, la confiance remonte.
En février 2021, on la mesure à 69%. Et puis, ça, c'est pas sur le graphique parce que ça date du mois de mai dernier, mais au mois de mai dernier, on l'a mesurée à 73%. Et qu'est-ce qui explique cette remontée ? Probablement le fait que les manifestations ont cessé, en tout cas avec la même fréquence. Elles n'ont plus lieu tous les samedis de façon assez ritualisée et qu'on ne voit plus aussi fréquemment la police, la gendarmerie dans cette posture de maintien de l'ordre avec recours à la force. Et donc la confiance remonte à une exception, qui est quand même le sujet du jour, ce sont les jeunes. C'est-à-dire que 73% des Français en général qui ont confiance dans la police, c'est un très bon taux. C'est même 2 points au-dessus du taux des Britanniques. Les Anglais font confiance à 71%, les Allemands à 74%. Mais les jeunes, c'est seulement 1 sur 2. C'est 52%, c'est très faible. D'accord. Et si ces jeunes sont franciliens, c'est-à-dire s'ils vivent en région Île-de-France, c'est seulement 1 sur 3 qui a confiance dans la police. Donc les jeunes ont moins confiance que le reste des Français et on voit depuis maintenant un an et demi, un décrochage de l'opinion des jeunes par rapport à la moyenne des Français au regard de ce qu'ils pensent de la police. Et alors, on a quelques réactions là dans les commentaires, notamment... Alors attends, je retrouve le nom. Alors, on a Lewix et Zertok qui nous parlent... non, pardon. Oui, si, c'est ça. Qui nous parle du rôle des médias et de la diffusion des vidéos qui sont souvent prises par des gens dans la rue avec leur téléphone, où on filme des altercations entre la police et quel est le rôle de ces médias ? Est-ce que c'est à nous de les diffuser ? Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce que ça joue sur la confiance ? Alors ça joue, ça c'est clair que ça joue. Et on peut dire à Lewix que oui, il a raison, hein, bien sûr que la diffusion d'images joue. Je vais essayer de prendre un exemple très, très simple. On a mesuré ce mois de février au Cevipof, on a fait un petit sondage. On a demandé aux Français, à l'ensemble des Français, hein, donc on avait un panel représentatif de tous les Français, à quelle fréquence ils avaient un contact physique avec un policier ou un gendarme. Et on a demandé, donc c'est une question, on a posé une question très simple, on leur a dit, mais au fond, au cours des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2020, 2019, 2018, donc on englobait bien aussi la période des manifestations de Gilets jaunes, combien d'entre vous ont eu un contact physique avec un policier ou un gendarme, que ce contact soit sollicité ou pas sollicité. Sollicité, ça veut dire je fais le 17, j'appelle police secours et je demande qu'on vienne me prêter assistance. Non sollicité, ça veut dire que j'ai rien réclamé. C'est un contrôle routier, c'est un contrôle d'identité, je suis mis en cause dans une affaire judiciaire. Bon. La part des Français qui ont eu un contact au cours des 3 dernières années, c'est 20%. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Français sur 5, c'est ça que ça veut dire, hein, qui a eu un contact physique avec un policier ou un gendarme. Et dans le cadre précis d'une manifestation, c'est même pas 4% des Français. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que l'écrasante majorité des Français, en réalité 80% des Français, se forgent une opinion sur la police et la gendarmerie sans avoir eu de contact physique. Alors comment se fabrique leur opinion ? Sur ce qu'ils voient, pas sur ce qu'ils vivent. Et où est-ce qu'ils le voient ? Oui, sur les chaînes d'information continue. Sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux aussi, sociaux beaucoup. Principalement, et beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr que la diffusion d'images joue. Surtout que ces images, notamment sur les réseaux sociaux, parfois elles sont un peu parcellaires, sont coupées. Elles veulent montrer des choses bien précises, avec une intention derrière. D'accord. Et ça, bien sûr, ça influence l'opinion des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Alors, il y a justement un surnom un pseudo un petit peu difficile à prononcer, mais qui nous parle de violences policières et de contrôle aux faciès qui augmentent. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus ? En fait, les contrôles qui seraient dits aux faciès, c'est-à-dire qu'en fait, on discriminerait les personnes contrôlées en fonction de leur apparence. Il n'y a pas de mesure statistique de ça. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun chiffre. Je ne peux pas dire il y a tant de personnes qui seraient de telle origine qui se feraient contrôler plus fréquemment. Ce n'est pas mesuré parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, il y a quelques enquêtes sociologiques, bien sûr, mais elles sont incomplètes puisqu'elles ne prennent pas en compte l'intégralité des contrôles. Et donc, il n'y a pas de statistiques précises. Maintenant, bien sûr que l'apparence d'une personne joue sur un contrôle. Ça, il faut bien sûr le dire. L'horaire de la journée joue aussi. Si, forcément, on est habillé en costard-cravate dans le quartier de la Défense le matin, on a une apparence physique, notamment vestimentaire, qui est celle de toutes les personnes qui se trouvent ici. Maintenant, si on est de nuit, le soir, avec une autre tenue vestimentaire, on va davantage attirer l'attention. Mais ça n'est pas mesuré statistiquement. D'accord. Ce qu'il faut aussi bien expliquer sur le contrôle, c'est le contrôle, en fait, on appelle ça, c'est un contrôle d'identité. C'est-à-dire qu'en fait, on va vérifier l'identité d'une personne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on vérifie l'identité d'une personne ? En fait,
fait, c'est un outil en police judiciaire. Et ça, c'est à l'envie des policiers. Il y a pas de, ils peuvent contrôler une identité comme ça sans. Non, il y a des règles. Il y a des règles. Hein. Il faut que, alors soit parce qu'on pense que la personne vient de commettre une infraction ou s'apprêterait à le faire, et puis surtout, si on pense que c'est une personne recherchée. Parce que il y a des personnes qui sont des personnes recherchées. On dit telle infraction vient d'être commise. Par exemple, un vol vient d'être commis. On va donner un signalement. On va dire la personne qui a volé, elle ressemble à ceci, à cela, elle est habillée comme ça, elle a tel signe distinctif. Si vous pensez que vous êtes face à une personne qui est la personne que vous recherchez, vous allez procéder à un contrôle. Et vous allez dire, attendez, je vais vous contrôler. Est-ce que c'est vous que je recherche? Est-ce que c'est pas vous que je recherche? Donc, en fait, le contrôle, il faut bien comprendre, c'est un outil. Donc en soi, le contrôle n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est le surcontrôle, c'est-à-dire de contrôler trop de fois la même personne, qui au bout de la 5e fois va dire écoutez, ça suffit, vous êtes bien gentil, moi j'ai été contrôlé 5 fois, c'est peut-être un peu excessif, un peu abusif. Et ce qui s'est passé, ou ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'on ne mesure pas la fréquence du contrôle. C'est-à-dire que on pense, les sociologues pensent qu'il y a du surcontrôle, mais ça n'est pas statistiquement mesuré, puisque l'idée du récépissé, vous savez, le récépissé, c'était l'idée qu'à chaque fois qu'il y avait un contrôle, il fallait remettre un petit papier en remplissant, en disant voilà, je vous ai contrôlé tel jour, à telle heure, etc. Cette idée, elle est abandonnée en 2016. Donc il n'y a pas de récipicé. Donc comme il n'y a pas de récipicé, ça veut dire concrètement qu'on n'arrive pas à mesurer la fréquence des contrôles. Mais on comprend bien que de façon un peu sous-jacente, il y a un problème sur la fréquence. Parce que effectivement, au bout de la 10e fois, on peut comprendre qu'une personne, si elle est contrôlée 10 fois dans la même journée, elle peut sentir que c'est du harcèlement, que c'est excessif, etc. Et ce qui pourrait permettre de corriger cela, c'est surtout si on crée des liens beaucoup plus étroits entre la police et la population. En fait, il faudrait d'abord rapprocher les gens pour qu'ils se connaissent. Et comment on fait ça? Comment on fait que la police connaît la population? Déjà, une première mesure très simple, c'est d'envoyer dans les quartiers ou dans certains territoires des personnes qui les connaissent. Prendre un exemple là aussi extrêmement simple. Il y a à peu près les 3/4 des jeunes gardiens de la paix, donc les jeunes policiers qui sont formés dans les écoles, qui sont originaires des régions. Ils ne sont pas originaires d'Île-de-France. Ils sont originaires de tous les territoires. Ils viennent de partout, de Bretagne, de Provence, du Sud-Ouest, mais pas d'Île-de-France. Mais aux 2/3, une fois qu'ils ont fini leur scolarité à l'école, on les envoie en Île-de-France. Alors ces gens ne connaissent pas les territoires, ne connaissent pas les personnes, ne connaissent pas les habitudes, ne connaissent pas la population. Donc ça facilite quand même pas beaucoup les échanges. Et puis ensuite, on a beaucoup restreint depuis une dizaine d'années les patrouilles, notamment les patrouilles à pied. Alors, les patrouilles elles sont à voiture, mais elles se font plus à pied. Donc en fait, ce qu'on appelait la police de proximité, qui a été beaucoup moquée, notamment par Nicolas Sarkozy, qui au début des années 2000 dit oui, le rôle d'un policier, c'est pas de jouer au foot avec les jeunes, etc. Mais cette police de proximité, qui a été un peu injustement critiquée, elle avait un avantage, c'est que les policiers connaissaient les habitants des quartiers qu'ils sécurisaient, et inversement. Quand vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes, donc il n'y a pas besoin de contrôler l'identité 30 fois. Et donc, comme on a perdu aussi beaucoup de ce lien, forcément, ça engendre parfois des situations de surcontrôle, dont il faut dire qu'elles sont très désagréables pour les personnes qui, effectivement, au bout du 10e contrôle, on commence à en avoir un petit peu marre. Et cette méfiance dont on parle, on a plusieurs personnes qui nous demandent est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle est la même envers la police qu'envers la gendarmerie? Alors ça, pareil, on n'a pas de données très récentes. On a commencé à mesurer, nous au CEVIPOF, la confiance en distinguant la police de la gendarmerie seulement au mois de mai de cette année. Donc j'ai pas tout le recul qu'on peut avoir là en parlant de la police en général, mais le taux de confiance dans la gendarmerie est effectivement un petit peu meilleur, ce qui peut s'expliquer pour tout un tas de raisons, et probablement aussi par rapport à la nature des zones d'intervention des deux forces. Les policiers travaillent en zone urbaine où les relations sont parfois plus conflictuelles, et les gendarmes plutôt dans des territoires qui sont des territoires ruraux où les relations sont un peu moins conflictuelles. Après, il y a une autre particularité, c'est que comme les gendarmes, ils habitent les lieux qu'ils sécurisent, ils vivent en caserne, mais en immersion dans la population. C'est-à-dire que leurs enfants, ils vont à l'école avec les enfants des habitants des zones qu'ils sécurisent. Ils se croisent, les familles se croisent à l'occasion des fêtes, d'écoles, chez les commerçants, etc. Il y a des liens qui sont des liens beaucoup plus personnels. Et comme les liens sont personnels, les gens se connaissent très bien, c'est aussi un petit peu moins conflictuel et un petit peu moins tendu. Maintenant, on n'a pas de chiffres récents pour distinguer la confiance dans la police et la confiance dans la gendarmerie sur le temps long. D'accord. Alors, on a Stanley 971 qui nous demande comment instaurer le respect dans le climat actuel de violence. Elles sont où tes solutions? Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un premier aspect qui est d'essayer peut-être de régionaliser les concours. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, quand vous avez une majorité de jeunes policiers, on parle des très jeunes policiers, qui quittent leur région. Voilà. Prends un exemple concret.
on prend un jeune policier qui grandit à Brest. Bon, il est originaire de Bretagne, il a envie de devenir policier, il passe le concours, il réussit, il fait ses 2 ans de formation en école, et puis on lui dit, tiens, à partir de maintenant, tu vas te retrouver en Île-de-France. Et puis tu vas aller, je sais pas, en Essonne, en Seine-Saint-Denis. Bon, il arrive, mais il faut imaginer un jeune qui a 20 ans, 21 ans, qui a passé le concours immédiatement après le bac, qui voit l'Île-de-France peut-être pour la première fois de sa vie, et on lui dit, voilà le quartier ou le territoire sur lequel tu vas dorénavant travailler. Bon, forcément, ça peut être déstabilisant. Vous rajoutez à cela le fait que le taux d'encadrement a beaucoup chuté dans la police nationale. C'est-à-dire que dans certaines zones qui sont des zones un peu tendues, par exemple en Seine-Saint-Denis, enfin tendues sur le plan des effectifs, j'entends sur le nombre d'effectifs, vous avez parfois un encadrant pour 10 jeunes gardiens de la paix. Donc vous prenez des jeunes qui ne sont pas formés objectivement très longtemps. Le temps de formation en école a baissé. Hein. Il est passé de 12 mois à 8 mois avant de remonter enfin à 12 mois. Donc, ce changement, c'était dû à quoi C'était que quand Christophe Castaner était ministre de l'Intérieur, il avait décidé de réduire le temps de formation en école pour une raison qui est en fait, qu'on peut facilement expliquer. Hein. La scolarité dure 24 mois. Si on fait 8 mois en école, ça fait 16 mois de stage. 16 mois de stage, ça veut dire 16 mois où on est sur le terrain. Donc ça veut dire 16 mois où on voit en fait des personnes en bleu, comme on dit, en tenue, sur la voie publique. Si la formation en école, elle dure 12 mois, ça veut dire qu'il n'y a que 12 mois sur 24 où vous voyez des personnes en bleu. Donc en fait, c'était une façon de montrer qu'il y avait plus de monde sur la voie publique. La contrepartie, c'est que les policiers étaient moins formés. Donc si on reprend le raisonnement, moins formés, peu encadrés, sur des territoires qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas les conditions les plus favorables pour créer de la confiance. La confiance, c'est la connaissance mutuelle. Hein. Si les gens ne se parlent pas, échangent pas, se voient pas, discutent pas, forcément, ils sont plus dans la méfiance. On est toujours plus méfiant envers des gens qu'on ne connaît pas, dont on pense en plus qu'ils sont hostiles ou dangereux, que dans des gens qu'on connaît et qu'on a appris à apprécier et à échanger avec. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis l'autre axe, pour répondre à notre internaute, c'est la formation, bien sûr. Il y a une réforme de la formation qui est en cours, mais qui est pas terminée. Qu'est-ce qui est prévu sur cette réforme ? Ce que nous, on fait en France sur la formation, c'est que la formation d'un jeune policier, elle est très tournée vers l'intervention. On va lui apprendre à l'école, notamment comment utiliser ses équipements, comment utiliser son arme, comment interpeller quelqu'un, comment passer des menottes, enfin des gestes techniques, des gestes professionnels. En fait. On apprend beaucoup ça en école, les gestes professionnels. Ce qu'on apprend peut-être pas suffisamment, si on compare notamment aux Allemands, c'est à mesurer les conséquences de la façon dont on s'adresse à quelqu'un, de la façon dont on est perçu, sur la confiance police-population. Les Allemands sont beaucoup plus là-dedans. Les Allemands en école, ils disent, alors attendez, si vous vous adressez de telle manière à une personne, si vous la contrôlez de telle façon, à telle fréquence, bien, vous allez changer sa perception de vous. Et donc, on apprend à mesurer les conséquences de ces actes professionnels, de ces gestes professionnels sur la confiance. C'est ça qu'on fait essentiellement en Allemagne. En France, on ne le fait peut-être pas suffisamment. Et ça a aussi pour conséquence d'installer un peu plus de défiance. D'accord. Alors, on fait juste une petite parenthèse. On a Levis No Good qui nous demande quand est-ce qu'on ouvre une chaîne sur le Pays Basque. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les tuyaux. Et en revanche, on a ouvert 3 chaînes là récemment. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Donc, si vous voulez suivre, c'est ouvert. Ces derniers temps, on a beaucoup fait un parallèle entre les dérives de la police qu'il y avait en France et celles qu'on a vues avec notamment George Floyd aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire vraiment sur la police américaine et la police française ? C'est difficilement comparable en vérité, pour plein de raisons. D'abord pour des raisons qui tiennent à l'organisation. La police en France, elle est nationale, c'est-à-dire qu'on a une seule et même organisation pour tout le territoire national. Aux États-Unis, la police, elle est beaucoup plus étatisée, voire municipalisée. Ça veut dire en clair que selon les États, selon la politique des États, puisque les États-Unis, c'est un État fédéral, hein, selon l'organisation des villes et la politique des maires dans les villes américaines, on peut avoir des variations considérables sur les doctrines, sur les équipements, sur la politique aussi en matière de chiffres, de résultats, de priorités. Enfin, c'est beaucoup plus hétérogène aux États-Unis qu'en France. Ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est la circulation des armes. Les États-Unis sont le pays le plus armé au monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus d'armes en circulation qu'il y a d'habitants. Il y a plus de 300 millions d'armes aux États-Unis. À partir du moment où il y a autant d'armes en circulation aux États-Unis,
le policier américain, sur n'importe quel contrôle routier ou contrôle banal du quotidien, que ça peut déraper. Mais totalement, il risque sa vie, il est face à des gens potentiellement armés. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il est en posture d'échanger avec un citoyen américain, il va mettre la main sur la crosse de son arme, il va avoir son gilet pare-balles, sa caméra piéton, son casque, mais parce que forcément, il risque sa vie sur chaque contrôle. Ça, en France, fort heureusement, on n'a pas ce niveau de circulation d'armes, et donc on peut se permettre d'avoir des contrôles ou des échanges qui sont quand même un petit peu plus apaisés. Après, il y a aussi un sujet de doctrine, notamment dans l'usage des armes et dans le recours à la force. Aux États-Unis, les Américains ont une formule qui dit il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. C'est leur grande formule. Alors, ça veut dire quoi? Jugé par 12 parce que dans les jurys populaires américains, il y a 12 membres de jurés. Et porté par 6, en fait, ça veut dire dans son cercueil porté par 6 collègues. D'accord. Et alors ça veut dire quoi cette phrase? Mieux vaut être jugé par 12 que porté par 6. Ça veut dire que si on a un doute, il vaut mieux tirer. Il vaut mieux se tirer, tuer quelqu'un, on sera peut-être jugé par 12, mais en tout cas, on n'aura pas été soi-même tué, et donc on ne sera pas dans son cercueil porté par 6 collègues. Ça, c'est américain, c'est la philosophie américaine. Bon, ça veut dire concrètement que vous avez des policiers qui sont prêts à tuer pour se défendre. Quoi. Exactement. Avec ce mythe un peu du shérif, du cow-boy, du justicier, du bien contre le mal. C'est très américain, la lutte du bien contre le mal. Les gentils, les méchants. Le policier est dans le camp du bien et du côté des gentils. Et puis, s'il tue un méchant, il tue un méchant. Et donc, dans le cas de l'affaire Floyd, où on a vu des images, il faut dire, d'un meurtre de sang-froid. On rappelle, George Floyd, il a été asphyxié pendant une interpellation par le genou du policier qui a été condamné, Derek Chauvin. Son genou qui était sur son cou, en fait. C'est ça. Et la condamnation de Derek Chauvin, elle est quand même assez exceptionnelle au regard des autres condamnations de policiers blancs quand ils tuent des Noirs aux États-Unis. Et parce qu'il y a cette culture qui est très américaine du fait que le policier, il est du côté du bien, et si en face on lui met le mal, il peut faire usage de son arme, il peut tirer, il peut tuer. Bon, en France, on n'en est pas du tout là, fort heureusement. Et donc c'est difficilement comparable, ou c'est difficile de comparer la police américaine et la police française et établir des parallèles. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes conditions d'intervention, on n'a pas le même rapport à l'arme, et puis il n'y a pas autant d'armes, fort heureusement, en circulation en France qu'aux États-Unis. Et alors, il faut rappeler que quand il y a des dérives de la police, sur les violences notamment, il y a l'IGPN, donc l'Inspection Générale de la Police, qui est censée ouvrir une enquête pour... voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Il y a une enquête administrative, une enquête judiciaire en parallèle? Alors, d'abord, peut-être il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, regarde ce que c'est que cette Inspection Générale de la Police nationale qui est souvent mise en accusation, notamment, en fait, on lui reproche de ne pas être impartial. C'est souvent la grande accusation, c'est de dire, mais vous êtes des policiers qui êtes chargés d'enquêter et de contrôler des policiers, donc vous n'êtes pas objectif. Parce que vous êtes à la fois jugé parti, on ne peut pas être policier et soi-même enquêter sur d'autres policiers. Alors ça, d'abord, ça se discute. Parce que si on n'admet pas l'idée que des policiers puissent contrôler, inspecter d'autres policiers, à ce moment-là, il faut supprimer l'ordre des chirurgiens dentistes, parce que l'ordre des chirurgiens dentistes, c'est des dentistes qui vont aller inspecter d'autres dentistes quand il y a des contentieux entre des patients et des dentistes. Alors pourquoi on a un ordre des chirurgiens dentistes? On a un ordre des chirurgiens dentistes parce qu'on se dit que s'il y a un patient qui a des choses à reprocher à son dentiste, un autre dentiste est quand même assez expert pour comprendre quel est le problème et puis essayer de déterminer si oui ou non il y a eu une faute qui a été commise. Bon, pour la police, c'est un peu pareil. C'est-à-dire le fait de dire qu'il y a des policiers qui vont enquêter sur des policiers, ça répond à un objectif qui est qu'on est des gens qui connaissent le métier et qui donc permettent aux enquêtes d'avancer quand même un petit peu plus vite, de aussi voir plus facilement et plus rapidement ce qui ne va pas. Et donc c'est pour ça qu'on a un service qui est composé de policiers qui est chargé d'enquêter sur des policiers. Maintenant, il y a deux façons d'enquêter. Comme tu le disais, il y a l'enquête qu'on appelle l'enquête administrative, c'est-à-dire que là, on cherche à déterminer s'il y a eu oui ou non s'il y a eu une faute administrative. Alors des enquêtes administratives, il y en a un très grand nombre qui sont pas forcément chaque année. Liées à des violences. Pas toujours. Ailleurs. Non, ça peut être des problèmes de corruption. Ça peut être un policier qui aurait piqué dans la caisse, qui aurait exercé une pression sur un commerçant pour récupérer de l'argent de façon malveillante. Enfin, il y a des tas de manquements déontologiques qui peuvent faire l'objet d'enquêtes administratives. Et ces enquêtes administratives, une fois qu'elles sont terminées, ensuite il y a une commission disciplinaire qui se réunit
réunis, puis on peut avoir des sanctions administratives. Des sanctions administratives en 2019, alors on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais en 2019, il y en a quand même eu 1678 qui ont été prononcées. En 2019, il y a eu 4792 signalements qui ont été reçus par la plateforme, et au total, il y a eu 9564 signalements de toute nature, parce qu'il y a des signalements qui n'arrivent pas forcément par la plateforme en ligne de l'Inspection générale de la police nationale. Alors 1678 sanctions administratives, ça veut quand même dire 4 par jour. Ça veut dire que 4 fois par jour, week-end inclus, si on prend une moyenne mathématique, il y a des policiers qui se font sanctionner. La sanction, ça peut aller du simple blâme jusqu'à la révocation. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien expliquer, parce qu'on dirait oui, bon, après tout, un simple blâme, c'est pas grave, ça prouve bien qu'on ne sanctionne pas assez. Mais il faut quand même expliquer qu'un policier qui est mis en cause par l'inspection générale de la police nationale, sa carrière, elle se déroule pas tout à fait de la même manière après. Il progresse pas aussi vite. Oui, et donc c'est pas une promenade de santé. D'ailleurs, l'inspection générale de la police nationale, elle est surnommée Bœuf Carotte, c'est le petit nom qui lui a été donné, parce que c'est des gens qui sont censés laisser mijoter longtemps, en audition notamment. Les auditions de l'inspection générale de la police nationale, elles sont quand même réputées pour être un peu rudes. Donc ça, c'est un premier cas. Puis après, un autre cas, qui sont les enquêtes judiciaires, qui sont aussi conduites par l'inspection générale de la police nationale. Bon, là, c'est sous l'autorité d'un magistrat, et c'est des cas où là, des policiers auraient clairement violé la loi. Et là, ça amène à des sanctions pénales, ça peut être de la prison, Tout à fait. En 2019, il y avait quand même 1460 enquêtes judiciaires qui avaient été ouvertes. Donc c'est quand même considérable. Et est-ce que tu as les chiffres sur le nombre de ces enquêtes ouvertes? Combien ont amené à des condamnations pénales? Des condamnations pénales, j'ai pas le chiffre. J'ai le chiffre pour les sanctions administratives, j'avais donné 4 par jour. Pour les sanctions pénales, j'ai pas le chiffre. Après 1460 enquêtes, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand on met ça aussi en regard du fait que l'inspection générale de la police nationale compte 285 personnes qui travaillent quotidiennement en son sein et à son profit. Donc ce qui veut dire que ces enquêtes, elles prennent du temps. Parce qu'on reproche aussi beaucoup la lenteur. Dire c'est pas assez rapide, pourquoi les policiers ne sont pas sanctionnés plus vite, etc. Pour une raison toute simple, c'est que il y a la présomption d'innocence qui s'applique. Il y a un principe qui est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Alors, pour l'expliquer très simplement, ça veut dire que quand vous êtes mis en cause, vous avez quand même le droit de vous défendre, de faire valoir des éléments contraires. Tout ça, ça prend aussi du temps. L'instruction, c'est ce qu'on appelle la charge et la décharge. C'est-à-dire qu'on cherche des éléments à charge, mais on cherche aussi des éléments qui peuvent vous dédouaner. C'est le principe même du fonctionnement de notre justice. D'ailleurs, c'est pas que dans ce fonctionnement, c'est pour tout le monde. Toute enquête ouverte. Mais c'est exactement ça. Les policiers sont pas au-dessus des lois, mais ils sont pas non plus en dessous des lois. Sûr, donc les policiers n'étant pas en dessous des lois, ils n'ont pas non plus moins de droits que les autres citoyens français quand ils sont mis en cause. Et alors, on a Acharit qui nous pose une question. Je sais pas si tu veux avoir ce chiffre dans le détail, mais il ou elle demande combien de révocations ont été prononcées. Je l'ai pas là sous les yeux, mais ça, je peux le trouver. Ça, on peut effectivement faire la recherche. Pour l'année 2019, parce que les chiffres 2020 n'ont pas encore été publiés. Alors, on avait une autre question. Alors, attends que je te la retrouve. Donc, c'est HS qui nous dit... En France, les policiers ont le droit d'utiliser leur LBD de manière non réglementaire pour éborgner des gens ou arracher des mains et ne sont pas condamnés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que l'utilisation du LBD est encadrée? Alors, d'abord, on peut pas dire qu'on utiliserait le lanceur de balles de défense et qu'il n'y aurait pas de sanctions s'il y avait un mauvais usage. En 2019, alors pour le coup, là, j'ai sorti les chiffres, il y a eu pour la police nationale 10 784 tirs de lanceurs de balles de défense. Alors, est-ce que, juste avant de rentrer dans le détail, on peut expliquer à quoi ça ressemble? On peut peut-être faire une... Yvonne qui nous demande d'expliquer ce qu'est le lanceur de balles de défense. Alors, le lanceur de balles de défense, c'est une arme qu'on appelle de force intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas une arme létale, c'est pas une arme à feu, et donc c'est une arme qui va tirer des munitions en caoutchouc un peu rigide. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Alors ça c'est un flashball. Enfin oui, alors là, voilà par exemple on peut en voir un. Là ici. On peut voir un CRS, voilà, ça on peut voir un CRS avec un lanceur de balles de défense et on voit d'ailleurs qu'il y a un petit viseur là, voilà, au-dessus. Okay. Bon, donc c'est ça le lanceur de balles de défense. Ça tire des munitions en caoutchouc.
Dans certains cas, ça peut occasionner des blessures graves. Hein. La perte d'un œil, c'est une blessure irréversible. Hein. Donc voilà, ça ne se répare pas, hein, la perte d'un œil quand on est touché au niveau de la tête. Donc je disais, en 2019, il y a eu 10 784 tirs de lanceurs de balles de défense au sein de la police nationale. Il y en a 337, donc c'est-à-dire 3%, qui ont occasionné des blessures supérieures, ce qu'on appelle une incapacité totale de travail, une ITT supérieure à 9 jours. Donc ça a donné lieu effectivement à des enquêtes. Et ensuite, s'il y a effectivement mauvais usage, c'est censé donner lieu à des sanctions. Alors que là, 2019, ça prend du temps. Je reconnais parfaitement que les délais peuvent être jugés insatisfaisants par une personne qui est victime, par exemple, et qui a quand même envie que ça avance plus vite. Mais ce qui a été décidé, notamment lors des manifestations de 2018-2019, c'est que les tirs de lanceurs de balles de défense feraient l'objet maintenant de captations vidéo. Pour s'assurer qu'ils ont été bien réalisés. Et dorénavant, en plus, la police et la gendarmerie est censée être équipée, là, prochainement, dans les semaines qui viennent, de caméras piétons. Donc ça devrait rajouter encore des garanties sur l'usage. Les caméras piétons, ce sera sur leur torse, serait... C'est ça. Les caméras piétons, c'est un petit boîtier qui capte le son, donc ça enregistre l'ambiance sonore et qui prend aussi des images à l'occasion de situations qui sont des situations tendues, de danger. Voilà. Et cette caméra, elle tourne du début de leur service jusqu'à la fin, ou c'est eux qui l'activent quand ils veulent ? Non, elle est enclenchée dans des situations qui sont des situations difficiles, des situations tendues. D'accord. Mais c'est eux qui, du coup, c'est eux qui jugent qu'une situation est tendue ou pas et qui décident de l'activer. Alors oui, bien sûr. Maintenant, je comprends l'idée qu'il y a aussi derrière, c'est de dire mais en fait ils vont pas l'activer s'ils pensent que en réalité on a des policiers qui sont plutôt demandeurs. Ce sont eux qui ont réclamé l'équipement en caméra piéton. Et ce que l'on a observé, d'ailleurs c'est assez triste pour la police nationale, c'était des policiers qui allaient acheter leur GoPro sur leur denier personnel et qui l'apportaient sur eux, parce que justement ils voulaient prouver leur bonne foi en cas de difficulté. Et donc l'équipement en caméra piéton, il a été réclamé par la police et la gendarmerie nationale, notamment par la police nationale. On en parle depuis très longtemps de ces caméras piétons, on en parle depuis même avant 2012. En 2016, la décision avait été prise de généraliser leur emploi. Il y avait eu un premier marché public qui avait acheté des caméras, mais qui étaient de mauvaise qualité. C'était des caméras chinoises et en clair, la batterie durait 2 heures. Donc c'était beaucoup trop. C'était insuffisant pour des vacations qui parfois durent 7, 8, au-delà de 10 heures. Et donc il a fallu repasser un nouveau marché, etc. Tout ça a pris beaucoup de temps. Mais on a une police en France qui réclame plutôt la caméra piéton parce que justement, c'est une façon de dire, de pacifier les choses. Un peu comme, vous savez, filmer les mineurs en garde à vue. Pendant longtemps, on ne filmait pas les mineurs, les auditions de mineurs en garde à vue. Et donc, certains mineurs se plaignaient d'avoir été brutalisés et certains policiers se plaignaient d'être injustement accusés d'avoir brutalisé des mineurs. Bon, on a dit, très bien, on filme. Voilà. Et bien évidemment, le nombre de plaintes a considérablement diminué. D'accord. On a alors Mister Pao qui nous dit en 2019 Castaner avait déjà généralisé la caméra piéton pour les porteurs de LBD lors des manifestations. Rien de nouveau donc. Effectivement, c'était une annonce qu'il avait faite, sauf que pour demander aux superviseurs, c'est-à-dire qu'en fait il y avait le porteur du LBD et puis il y avait un autre policier, un autre gendarme à côté qui était considéré comme le superviseur. Donc c'est lui qui portait la caméra piéton. Mais c'était les caméras piétons ancienne génération, c'est-à-dire les modèles qui précisément fonctionnent pas bien. Et donc là l'idée c'est que maintenant on ait une meilleure couverture image de l'usage du lanceur de balles de défense, qui reste une arme, et il faut aussi le rappeler, qui est pas, en tout cas réglementairement, pensée comme une arme de maintien de l'ordre. Les armes de maintien de l'ordre, c'est le tonfa, ce sont les différents types de grenades lacrymogènes, de désencerclement, lacrymogènes instantanés, mais c'est pas le lanceur de balles de défense. Alors pourquoi on a retrouvé du lanceur de balles de défense en manifestation, notamment avec des usages qui ont été quand même assez importants les journées des 1er décembre et 8 décembre 2018 Eh bien parce que
que le droit français distingue la manifestation publique de l'émeute urbaine et considère que si on bascule dans l'émeute urbaine, on peut utiliser le lanceur de balles de défense comme une arme de force intermédiaire. Et il y a eu une jurisprudence du Conseil d'État, si vous vous en souvenez, c'est-à-dire qu'en fait, des Français avaient saisi le Conseil d'État pour obtenir l'interdiction du lanceur de balles de défense. Et le Conseil d'État avait jugé ça, et avait dit, mais il y a deux cas bien précis, il y a la manifestation publique, il y a l'émeute urbaine, et dans le cas de l'émeute urbaine, il faut que les policiers et gendarmes puissent disposer d'une arme de force intermédiaire. J'ajouterai aussi un dernier mot à ce sujet, c'est que j'entends bien dans le débat public des personnes qui veulent faire le procès de certains équipements. On a fait le procès de la grenade de désencerclement, on a fait le procès de la grenade lacrymogène instantanée, on a fait le procès du lanceur de balles de défense, etc. Mais plus on va retirer d'équipements aux policiers et gendarmes, plus on va raccourcir le cheminement, bien sûr, l'usage de l'arme de service. Ouais. Parce que quelqu'un qui se sent en danger, qui se sent menacé, qui a peur pour sa vie, si on ne lui donne pas les moyens de ce qu'on appelle la gradation des moyens employés, c'est-à-dire de pouvoir réserver les équipements les plus lourds en dernier ressort, et qu'on lui dit il n'y a plus rien parce que tout est interdit, il ne reste plus que l'arme de service, forcément on augmente la probabilité de l'usage de l'arme de service, bien sûr. On a une bonne question de Dom Anthony qui nous demande pourquoi les civils ne peuvent pas filmer les policiers quand ils font une intervention. Alors c'était notamment un débat qu'il y a eu récemment avec la proposition de loi c'était quoi la sécurité globale. Voilà, c'est ça. C'est le fameux article 24 devenu 52. C'est ça. Parce que, alors, c'est pas qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas permis. On peut capter des images sur la voie publique de façon totalement libre. Le principe, les débats autour de cet article 24 de la loi sécurité globale qui est devenu l'article 52, c'était que le fait de filmer dans la première rédaction de l'article, parce que la rédaction en plus a changé, mais la première rédaction de l'article, c'est de dire si on filme dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique, etc., c'est constitutif d'un délit et donc on peut poursuivre les personnes qui font ça. Alors ça avait suscité bien évidemment des réactions très vives de la part de citoyens qui considèrent que on peut capter librement des images sur la voie publique. C'est pas du tout interdit en manifestation de filmer un policier. Ça avait suscité aussi l'opposition des journalistes. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Oui, parce que les journalistes disaient, à juste titre, on crée un délit de presse. C'est-à-dire qu'en fait on pourrait placer en garde à vue un journaliste, puisque c'est un délit. Parce qu'il a filmé. Voilà, au motif qu'il aurait filmé. Donc il y a eu des débats très très lourds sur cet article 24. Les policiers et gendarmes de leur côté, et surtout les policiers, disaient mais nous en fait ce qui nous gêne c'est qu'on diffuse des images de nos visages et qu'ensuite il y ait des appels au lynchage, à s'en prendre à nous, à s'en prendre à nos familles, etc. Il y a d'ailleurs eu des attentats qui ont été commis spécifiquement contre des policiers. C'était notamment à Magnanville, bien sûr, parce qu'on connaissait, l'auteur connaissait l'identité d'un policier. Et donc l'article 18 de la loi dit séparatisme avait aussi créé là un autre délit, c'était le délit de diffusion d'informations mettant en danger la vie de la personne dont on diffusait des informations à caractère personnel. Donc là, ça répondait aussi à ce besoin. Puis, l'article 24 a été réécrit, ça a fait l'objet d'une réécriture. C'était plus devenu un délit quand on diffusait des images, mais c'était un délit de provocation à l'identification, c'est-à-dire un délit où on aurait diffusé des images en incitant d'autres personnes à rechercher l'identité de la personne dont on diffusait l'image. Ça, le Conseil constitutionnel a dit non, a censuré cet article de la loi sécurité globale. Donc non, il n'y a pas d'obstacle à capter des images sur la voie publique. Après, c'est la façon dont on s'en sert. D'accord. Alors oui, les policiers sont aussi, donc au-delà de cette protection visuelle, on les a protégés en couvrant leur numéro RIO, c'est ça ? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, en fait, au début des années 2012, au moment du début du quinquennat de François Hollande, il y a des débats sur la manière d'apaiser les contrôles d'identité et plus généralement de recréer du lien police-population. C'est le grand débat à ce moment-là. Et donc, parmi les options qui sont étudiées, il y a le fameux récépissé dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, vous remettez un papier en disant voilà, je vous ai contrôlé tel jour, tel heure, etc. Les organisations syndicales de la police majoritairement n'en voulaient pas parce qu'elles considéraient que c'était de la lourdeur administrative supplémentaire, mais il fallait bien trouver quelque chose qui apaise et qui soit de nature aussi à permettre davantage de contrôle. Et
Et donc, l'idée du récépissé est définitivement abandonnée en 2016. Et après, il y a deux moyens de substitution qui ont été envisagés. Le port donc, du numéro à 7 chiffres, dit RIO, qui est le numéro de matricule. RIO, c'est... référentiel d'identification, je ne sais plus quel est le... Ça a un nom un peu particulier. Référentiel des identités de l'organisation. Okay. Et aussi l'usage de la caméra piéton, ce qui est décidé aussi à ce moment-là. Ça a mis du temps ensuite à être déployé, mais c'était censé être les deux moyens pour recréer un petit peu plus de confiance et de transparence. D'accord. Et alors, pour rebondir sur ce que tu nous disais tout à l'heure au sujet de la diffusion d'images de policiers, on a le témoignage de Perrine Salle qui dit « La diffusion de l'image de façon mal intentionnée de mon compagnon a suscité des menaces de mort à son encontre et moi-même. » Donc c'est exactement ce qui était dans le débat, c'est que non seulement eux, ça les met en danger, mais ça met aussi en danger aussi leur famille. Mais il faut savoir que, d'abord on salue Perrine, bien sûr, mais il faut savoir que le rapport du policier et du gendarme à son image personnelle et aussi à des éléments sur sa vie personnelle n'est pas du tout le même parce que c'est pas la même culture professionnelle. Le gendarme, il est connu des habitants. Il est connu, il vit à leur contact. On disait tout à l'heure, la caserne, elle est dans le village, dans la ville où les gendarmes travaillent. Les enfants sont scolarisés à l'école. Quand le gendarme va à la fête du village ou à un événement sportif ou festif, il y va aussi en qualité de gendarme. Tout le monde le connaît. Il circule dans la ville avec son véhicule. Bon. Et donc, il n'a pas les mêmes inquiétudes sur « mais si tout le monde me connaît, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, il vit en caserne. Donc, il vit en collectivité. Et donc, la caserne, c'est aussi un lieu qui protège les familles, qui protège les habitations, etc. Le policier, ça n'a rien à voir avec ça. Il vit en ville, il vit seul, seul avec son conjoint, le cas échéant, ses enfants, mais je veux dire, il ne vit pas collectivement avec ses collègues de travail. Il ne vit pas forcément là où il travaille, d'ailleurs. C'est même plutôt rarement le cas. Et donc, il considère que... le domicile, c'est un sanctuaire, la famille, il faut la protéger, et que des éléments d'identité n'ont pas à être divulgués parce que ça le met en danger. Et donc, les affaires récentes, par exemple des affichages qu'on a pu voir dans certains quartiers en Île-de-France où on affiche des noms de policiers, des visages de policiers, des images de femmes de policiers, d'enfants de policiers, forcément, c'est vécu avec énormément d'inquiétude de la part des policiers en se disant « mais si demain on s'en prend à ma famille, ma femme, mon conjoint, mes enfants, je suis effectivement très vulnérable. Et donc, il faut préserver mon identité autant que possible. C'est pour ça que certains syndicats de police réclament le floutage des images quand elles sont diffusées sur les médias, que d'autres réclament le port de la cagoule et de ne pas réserver la cagoule qu'aux unités particulières comme le RAID ou certaines BRI, par exemple, parce que justement il y a cette crainte d'être connu, d'être reconnu. Vous avez des policiers qui demandent à leurs enfants de ne pas dire à l'école que la profession du papa ou de la maman, c'est fonctionnaire de police. Aussi pour ces raisons-là, donc oui, bien sûr, la diffusion d'images, elle peut inquiéter. Et c'était aussi le sens de cet article 24, mais qui faisait doublon avec l'article 18 de la loi séparatisme, qui lui crée ce délit de diffusion d'informations mettant en danger la vie de personnes, qu'il s'agisse d'ailleurs de fonctionnaires de police ou d'enseignants ou d'autres types de personnes. On a Michel qui demande si, quand un mineur agresse un policier, ses parents peuvent être poursuivis. Alors, d'un point de vue juridique, on ne peut pas étendre la culpabilité d'un... Non, c'est le principe d'individualisation des peines. C'est celui qui commet l'infraction pénale qui est poursuivi pour l'infraction pénale. Bon, après, il peut y avoir des complicités, mais si on imagine que les parents ne sont pas complices, à partir de là, c'est l'auteur qui est poursuivi. Alors, on a Tagdama qui dit « Étant jeune, personnellement, j'avais confiance en la police et la gendarmerie, et puis le confinement et le couvre-feu et une sorte de peur s'est instaurée vis-à-vis d'eux, le stress de les croiser car on a voulu profiter d'une soirée entre amis. » Est-ce que, alors, comme au même titre qu'en 2018, les manifestations des Gilets jaunes ont fait baisser la confiance, est-ce que le confinement, ça a été aussi un facteur de diminution de cette confiance ? Les deux confinements ont lieu en 2020. 2020, c'est une année où il y a quand même eu beaucoup d'affaires
qui ont été propices à des débats autour de la police et aussi qui ont fait que certains, une partie des personnes dans le débat public a pu critiquer la police. Je pense à des affaires comme l'affaire Chouviat, l'affaire Floyd dont on a parlé tout à l'heure, l'affaire Traoré, l'affaire Ben Mohamed, l'affaire Zecler à la fin de l'année. Il y a eu les manifestations contre la loi sécurité globale, il y a eu le livre Flic de Valentin Gendreau. Bref, tout au long de l'année 2020, il y a eu des événements, des affaires qui ont fait que certains ont pu critiquer très fortement la police, parfois de façon injustifiée au demeurant. Et puis, malgré ça, la confiance des Français dans la police remonte. Donc, je disais, 69% de confiance en février, c'est plus 3 points par rapport à février 2020, 73% au mois de mai, etc. Mais la confiance des jeunes, puis, puisque celui qui nous écrit, il nous dit étant jeune, donc il se met parmi les jeunes, elle a chuté. Alors, pourquoi la confiance des jeunes chute ? Probablement parce que les jeunes, plus que la moyenne des Français en général, a été choquée, profondément choquée par l'affaire Floyd, qui est une affaire américaine, mais par transfert, ça a créé aussi une méfiance vis-à-vis de la police en France, et puis surtout par l'affaire Zecler. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que c'est pour que tout le monde ne s'en souvient pas ? L'affaire Zecler, donc c'est Michel Zecler, qui est un producteur de musique, et qui est brutalisé par 4 fonctionnaires de police à Paris, dans son studio de musique, et il s'avère qu'il y a une caméra qui capte les images de cette scène de violence, et que ces images sont diffusées, et ces 4 policiers sont d'ailleurs mis en cause et poursuivis. Ils sont bien évidemment présumés innocents, mais ils auront à répondre de leurs actes devant la justice. Et donc cette affaire, la diffusion des images, a beaucoup altéré la confiance des plus jeunes dans la police. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'on a parlé du maintien de l'ordre. Alors le maintien de l'ordre, on a parlé beaucoup des manifestations, notamment des manifestations de gilets jaunes, etc. Mais les jeunes, ils ne font pas toujours la différence entre la manifestation, le rassemblement festif, le projet X, la rave party, et ils participent souvent à ce type d'événements. Le projet X, c'est plutôt pour les jeunes. Et donc, ils sont confrontés à des forces de l'ordre qui recourent à la force, qui vont utiliser des gaz lacrymogènes, qui vont parfois charger. Et forcément, quand vous êtes jeune, vous réunissez pour ce type d'événement et qu'il y a du recours à la force en face et que ça n'est pas expliqué, que ça n'est pas compris, qu'il n'y a pas de dialogue ni d'échange, ça altère aussi beaucoup la perception et l'image, bien évidemment. Et donc, on a un décrochage dans l'opinion des 18-24 ans par rapport à la moyenne des Français. En 2020, quand 66% des Français faisaient confiance à la police, 62% des 18-24 ans faisaient confiance à la police. Donc l'écart des 18-24 ans par rapport à la moyenne générale, c'était 4 points. Mais en 2021, on a 69% des Français qui font confiance à la police, mais 52% des 18-24 ans. Donc l'écart, c'est 17 points. C'est-à-dire que en fait, l'écart s'est creusé de plus de 4 fois. Et donc oui, les jeunes ont de moins en moins confiance. Et je voudrais dire que c'est grave. C'est grave, ça doit collectivement nous inquiéter, parce que qu'est-ce qui différencie au fond une démocratie d'une dictature ? Ce qui différencie une démocratie d'une dictature, c'est que en démocratie, on ne doit pas avoir peur d'aller au contact de la police. On ne doit pas avoir peur que la police soit violente, corrompue, au service d'un régime dictatorial, etc. Ça, il faut laisser ça aux régimes qui sont des régimes fascistes ou des régimes dictatoriaux. Mais en démocratie, on doit pouvoir aller au contact sans crainte d'un policier. Donc, il faut absolument rapprocher. Alors c'est compliqué de rapprocher, mais il faut rapprocher. Il y a des pistes qui sont envisagées, il y a déjà des réflexions sur un moyen de rapprocher cette génération. Il y en a plusieurs. La formation, on en a parlé. On va parler de celle dont on n'a pas parlé. Il y a la communication d'abord, c'est-à-dire que la police essaye de faire plus de pédagogie aussi pour expliquer son action. Elle a lancé son compte TikTok récemment. Absolument. Elle est sur Snapchat, elle est sur TikTok, donc elle essaye à sa manière, avec ses moyens, de parler aux plus jeunes. Donc ça, bien sûr. Et tu penses que ça a un effet sur cette communication ? Ça n'est qu'un des leviers. Alors bien sûr, tout ne va pas se résoudre par le fait qu'il y aura plus de pédagogie et plus d'explications. Mais au moins, ça évitera que ne s'installe un discours où il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire où on diffuserait des images parfois tronquées, sans contexte, sans explication, sans expliquer aussi ce qu'est la particularité du métier, comment travaillent les policiers, etc. Donc il y a un volet qui est un volet communication, bien évidemment. Mais il y a aussi un volet qui compte, qui est de créer des modes de rapprochement. Alors, on a parlé de la sécurité publique, de la police de proximité, mais il y a aussi le sujet des réserves. On n'a pas parlé des réserves. Mais
La réserve, c'est quand même une idée assez géniale, ça marche très bien dans la gendarmerie nationale, c'est que vous êtes le jour, admettons, étudiant, ou vous faites un autre emploi, je ne sais pas moi, vous êtes boulanger, et puis la nuit, vous avez envie d'être gendarme. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire une formation spécifique, et puis vous allez être employé comme gendarme à certains jours, parce que vous avez du temps libre, que ça vous plaît, que vous voulez consacrer du temps comme à les tout ça. pompiers volontaires. Exactement, c'est la même chose, c'est tout pareil que les sapeurs-pompiers volontaires. D'accord. Et dans la police nationale, alors il y a une réserve qui existe, elle emploie 6500 policiers. Mais on est payé quand même pour ça? Oui, bien sûr. Ah non, on est payé, on est formé, on est équipé, on est armé pour la gendarmerie nationale, on est payé. Et alors, c'est quand même très pratique, ce système de la réserve pour rapprocher la police de la population, parce que, en fait, c'est des gens qui sont des gens de la vie de tous les jours, qui vont aussi être un peu gendarmes. Et donc, quand ils vont rentrer chez eux le soir, ils vont raconter à table la réalité d'un métier, ils vont expliquer des choses, ils vont parler aux réunions de famille. Et donc, ça va aussi créer du lien. Et puis, de la même façon, ce qu'ils sont dans la vie de tous les jours, ils vont l'amener à la gendarmerie. Et donc, ils vont dire, attention, dans la façon dont on travaille, on est perçu comme ceci, comme cela. Donc ça existe pour la gendarmerie, ça n'existe pas encore sur ce modèle-là pour la police. Et donc, la police nationale voudrait créer cette réserve et avoir à terme 30 000 policiers de réserve, réservistes opérationnels, comme la gendarmerie nationale, parmi eux beaucoup de jeunes. Et donc dire à des jeunes, vous voulez, vous hésitez à devenir policier à temps plein, venez faire un peu de réserve, essayez, vous verrez. Bon. Et c'est censé aussi créer du lien. Ça peut être aussi un revenu d'appoint. Ça peut être il y a des gens qui prennent un job étudiant. Ça peut être aussi être policier de réserve pour payer et financer ses études. D'accord. Donc voilà. Donc ça fait partie des pistes qui sont effectivement étudiées. Alors, on a une bonne question sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est le suicide dans la police. Ouais. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour expliquer la quantité de suicides? Alors, je ne sais pas si tu as des chiffres, mais ça fait plusieurs années que c'est en augmentation. Oui. Je n'ai pas le chiffre de cette année, là sous les yeux de cette année 2021, mais effectivement, en tout cas, il est plus élevé que dans la gendarmerie et plus élevé que aussi dans le reste de la fonction publique. Je crois que le dernier fonctionnaire de police, c'était un commissaire de la DGSI, il me semble, qui s'est suicidé, hélas, cette semaine. Mais j'ai plus le chiffre précis, mais ce sont des chiffres qui sont relativement plus élevés que dans d'autres administrations de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souffrance au travail, parce qu'il y a du malaise, parce qu'il y a une quête de sens, Cette perte de confiance aussi qui doit avoir un impact. Mais qui altère. Vous savez, tu sais, policier, c'est un métier qui est un métier d'humanité. Pourquoi les gens s'engagent dans la police? Parce qu'ils ont envie d'être utiles, parce qu'ils ont envie de secourir, parce qu'ils ont envie d'aider des victimes, parce qu'ils ont envie de protéger, parce qu'ils ont envie de prêter assistance à des personnes qu'on vient de cambrioler, qui appellent au milieu de la nuit, qui font le 17 parce qu'elles ont peur, de prêter assistance à des femmes qui seraient violentées ou brutalisées par leur conjoint, d'aller essayer d'aider une personne qui a été agressée sur la voie publique. Enfin, c'est ça l'essence même de ce métier. C'est un métier qui consiste à aider les autres. Et donc, si on vous renvoie de l'autre côté de la défiance, qu'on vous hurle en manifestation, suicidez-vous, et qu'il y a du dénigrement permanent, certains fonctionnaires le vivent extrêmement mal et se sentent fragiles. Et donc ça explique aussi cela, bien sûr. C'est un métier qui est dur, mais on pourrait dire pompier c'est également très dur, soignant c'est très dur, gendarme c'est très dur, mais la dureté du métier, plus la perte de confiance, plus les conditions matérielles qui se sont quand même beaucoup dégradées, parce que même si récemment les véhicules ont été remplacés, le parc reste encore en mauvais état, les commissariats sont en mauvais état, il n'y a pas beaucoup, le matériel est souvent en mauvais état. Tout ça, mis bout à bout, crée des conditions de travail qui sont encore plus dégradées, encore plus difficiles, et donc des personnes qui sont fragiles, hélas, mettent fin à leur jour. Voilà, c'est ça malheureusement qui explique qu'il y a proportionnellement plus de suicides dans la police que dans d'autres administrations. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier thème que tu veux aborder sur cette... On a sélectionné pas mal de questions auxquelles répondre. J'ai l'impression qu'on a abordé pas mal de problématiques. Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel tu veux insister? Peut-être on n'a pas du tout parlé de la justice. Alors le sujet c'était quand même la police, mais on a vu ces dernières semaines ou ces derniers mois la justice qui a été beaucoup accusée et parfois qui a été accusée par la police. On se souvient des policiers, enfin d'un policier en particulier qui a dit le problème de la police c'est la justice. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé avec les internautes. Ce qu'il faut je crois dire c'est qu'on n'arrivera pas à améliorer la confiance police-population
population, ou même à faire progresser la qualité du service public de la sécurité, en opposant les personnes et en opposant les institutions. De la même façon qu'il faut rapprocher police et population, il faut rapprocher police et justice. Il n'y a aucune politique publique qui peut fonctionner dans l'opposition systématique et dans l'éloignement. Il n'y a que le rassemblement et l'unité qui permet d'avancer. Donc de la même façon que les discours qui sont des discours de dénigrement de la police éloignent la police de la population, les discours de dénigrement de la justice éloignent la police de la justice, et pourtant les deux doivent vraiment travailler ensemble si on veut arriver à recréer de la confiance et au fond, au bout du bout, de l'unité nationale. Ok. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce direct. Merci Guillaume, en tout cas, pour toutes tes réponses. Nous, on vous retrouvera bientôt pour un autre Twitch. Et en attendant, vous pouvez suivre l'actualité sur le site de bfmtv.fr. Et ben voilà, on vous dit à bientôt. Et merci de nous avoir suivis.